Bonjour à toutes, bonjour à tous, marhaba bikoum dans le 12-13 de Média 24, dans cette nouvelle édition du 12-13 de Média 24, votre émission de décryptage de l'actualité. Au cours des 25 dernières années, le Maroc a engagé des transformations majeures, c'est indéniable, les infrastructures, la transition énergétique, l'industrialisation accélérée du pays, la réforme des établissements publics ou encore la protection sociale. La vision est là, les ambitions aussi, mais entre une ambition nationale et sa concrétisation sur le terrain, il existe une étape décisive, celle de l'exécution. Alors comment une grande réforme devient-elle une réalité? Pourquoi certaines politiques publiques produisent-elles rapidement des résultats quand d'autres peinent à atteindre leurs objectifs? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous recevons un homme qui a connu au cours de sa carrière à la fois la décision politique en tant que ministre, la représentation territoriale de l'État en tant que wali et la direction d'une entreprise publique, en l'occurrence l'ONEE et la RAM. Et de ce fait, il connaît en principe les différents niveaux de la décision publique, celui qui définit les orientations, celui qui les met en œuvre sur le terrain et celui qui doit ensuite produire des résultats. Aujourd'hui, à travers ses activités de conseil, il continue d'observer les mutations du management et de la gouvernance. Nous sommes ravis de l'accueillir dans le 12-13 de Média 24, Driss Benhima est l'invité de Média 24. C'est Driss, bonjour, marhaba bik معنا dans le 12-13 de Média 24. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bik, Aziz Boustaït à ma droite. Salut Aziz. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, donc c'est un peu calé. Alhamdoulilah, ouais. C'est bien. Avant de parler de ce pourquoi vous êtes sur ce plateau, c'est Benhima, peut-être un commentaire d'abord sur ce match exceptionnel face à la Hollande et la performance des poulains de Si Mohamed Ouabi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous avez vécu ce match? Oui, moi je pense que l'exemple que nous donne l'équipe nationale est très inspirant. En fait, en termes même de politique publique ou d'attitude collective vis-à-vis des dangers, des défis de notre temps, je pense que la façon dont l'équipe nationale se comporte et la façon dont elle s'installe, elle est peut-être déjà, mais peut-être pas encore complètement installée, mais elle s'installe dans une position d'une des équipes leaders au monde, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous inspire. C'est plus que du foot. Hein, c'est plus que du foot. Ouais. On l'a déjà dit lors de la dernière Coupe du Monde, on parlait de NIA, on parlait de l'engagement et tout. Maintenant, on a encore un autre message, c'est que si on se reconnaît comme étant un pays d'avant-garde, un des gagnants de la mondialisation, un des gagnants du monde post-Covid, post-guerre d'Ukraine, mais maintenant post-guerre Iran-USA, eh bien, si on pense qu'on est positionné favorablement par rapport aux mutations qui nous attendent, ce qui est le cas, on est déjà un gagnant de la mondialisation et on peut être un gagnant du monde de demain. Ben, il suffit de s'installer dans cette posture pour que des résultats suivent. Je suis convaincu que l'équipe nationale nous montre le chemin. Bah, on va en parler parce qu'effectivement le Maroc évolue dans un environnement qui lui-même évolue constamment. Les défis changent au fur et à mesure que les grands sujets à l'échelle internationale évoluent. Mais avant cela, vous qui avez connu l'État avec un grand E sous différents angles, j'aimerais savoir, selon vous, de votre point de vue, qu'est-ce qui fait qu'une grande réforme ou qu'une politique publique, sur n'importe quel sujet d'ailleurs, et soit bien réussie, soit bien menée, soit elle échoue, et on a plusieurs exemples qu'on peut donner dans ce sens. Je voudrais d'abord donner un exemple que je pense être un succès et qui a l'avantage d'avoir été installé en une seule mandature. Et en fait, les ministres concernés ont pu à la fois imaginer dans les détails cette politique, la lancer, la mettre en œuvre. C'est la politique d'Open Sky. La réalité, c'est que, en fait, c'est Mohamed Hassad, président de la RAM, et moi-même qui avons déposé une lettre chez le Premier ministre Abdelatif Filali en 97 pour lui demander l'ouverture du ciel. Et c'est vrai qu'à partir de 2000, on a eu un Open Sky administratif, dans le sens où il n'y avait pas de contrat qui autorisait les compagnies à venir comme elles voulaient, mais toutes celles qui voulaient venir avaient une autorisation. Mais ça n'a pas rassuré les low cost, ça. De dire, oui, vous nous dites qu'on peut venir comme on veut, mais vous gardez quand même le droit de nous l'interdire. C'est en fait l'Open Sky de 2006, donc je dis les deux ministres, Adil Bouiri au tourisme et Karim Rallab au transport, qui ont lancé cette politique, n'est-ce pas? En 2006, nous avons signé l'Open Sky. Mais
par rapport à ce que les ministres attendaient, c'est-à-dire une adaptation de l'environnement économique des compagnies aériennes marocaines, en l'occurrence la RAM, il n'y avait que la RAM, pour s'adapter au low cost, ça n'a pas été fait. C'est le même phénomène qui est arrivé dans le transport maritime dans notre pays quand on parle de réforme. Et la réforme, par exemple, des ports, c'est un grand succès. La réforme portuaire dans notre pays, je pourrais aussi en parler. La réforme sur le transport maritime, la libération du transport maritime, est un grand échec parce qu'on n'a pas adapté en même temps l'environnement des compagnies maritimes à ce nouvel environnement. En d'autres termes, les compagnies maritimes au Royaume Maroc étaient protégées par administrativement. On enlève ces protections administratives, mais on ne remodèle pas les compagnies maritimes et aériennes marocaines pour s'adapter à cette nouvelle concurrence. N'est-ce pas? Je me rappelle que en fait l'État a imposé donc la TVA sur les avions qui n'existait qu'au Maroc, en même temps qu'il signait l'Open Sky. Donc on s'est retrouvé avec des avions à acheter 20% plus cher, avec une TVA soi-disant remboursée. Et quand je suis parti, il y avait 1,3 milliard de crédits TVA que l'État a fini par rembourser, mais de mon temps à moi, ce qu'on payait en plus pour les avions n'était pas remboursé. Donc comment est-ce qu'on peut affronter des compagnies aussi agressives que les low cost, alors que vous-même, l'État vous plombe? Non seulement il vous déplombe pas ce qui vous plombait avant, n'est-ce pas, mais il vous rajoute du plomb. Malgré ça, en 2010, la RAM fait son contrat programme, elle arrête toutes les lignes province-étranger, et elle se concentre sur le hub de Casablanca. Et cette stratégie de se concentrer sur le hub de Casablanca fait qu'on a échappé au marché des low cost, qui est un chaudron d'enfer, n'est-ce pas, pour se positionner sur quelque chose qui est très porteur, qui est Afrique reste du monde. Donc pour répondre à la question initiale, parce que sinon on va pas en sortir. Oui, mais c'est vous demandez, il faut regarder dans le détail, on peut pas dire une comme ça. Donc c'est le dernier point, c'est 2014, quand on slotte l'aéroport de Casa, n'est-ce pas, et qu'on réserve l'aéroport de Casa prioritairement à la RAM et aux grandes compagnies, et les low cost, elles n'ont plus le droit de venir quand elles veulent, n'est-ce pas? Ce qui est le cas à Marrakech. À Marrakech, l'encombrement à 18 heures, c'est que les low cost demandent n'importe quelle heure d'arrivée, et généralement, ils aiment bien les heures d'arrivée fin de journée, et tant que les avions sont capables de dire la limite qu'on se donne, c'est la limite technique d'atterrissage. Mais le fait que les touristes attendent 3 heures, ça n'intéresse personne. Or, on devrait slotter Marrakech comme on a slotté Casablanca, pour imposer aux avions de venir dans quelque chose qui permette aux touristes d'avoir une sortie convenable au lieu d'attendre 3 heures. En tout cas, grosso modo, on est passé d'un pays où on avait une seule compagnie quasiment monopolistique avec les autres compagnies aériennes qui lui ressemblaient. Il n'y avait pas que la RAM. La RAM, elle représentait 50% du marché, 57% du marché Maroc-Europe en 2006. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. C'est moins de 10%. Donc on a complètement changé de business model. C'est une réussite, tout en ouvrant la porte au low cost, qui est une grosse réussite pour le tourisme et les Marocains résidant à l'étranger, n'est-ce pas? Et voilà une politique voilà une réforme. Mais le point clé, c'est ce qui a été mené par les deux ministres, Adil Douiri et Karim Brillab. Mais ensuite, il a fallu l'abandon des lignes touristiques de province par la RAM en 2010 avec le contrat programme, et 2014. Le fait que Casablanca, en fait, est un aéroport difficile pour les low cost. Alors, justement, vous avez pris un exemple bien précis que vous connaissez très très bien, celui de la RAM et de l'aérien, pour expliquer ce qui fait qu'une politique ou qu'une réforme est réussie ou pas. Mais est-ce qu'on peut extrapoler? Ma question était plus dans ce sens, sans forcément aborder un secteur en particulier. Est-ce qu'il y a des points en commun entre différents secteurs, différentes activités, qui sont des conditions sine qua non à la réussite d'une réforme ou d'une politique? Oui, quand vous m'obligez à prendre des considérations générales, et je respecte votre point de vue, moi je préfère dire qu'on rejoint l'universel par le particulier. Une étude en détail de la réforme du transport aérien dans notre pays donne des enseignements énormes aux autres réformes qu'on doit mettre en œuvre. Et je vous dis, par exemple, si on parle du transport maritime, le transport maritime n'a pas connu les modifications. C'est-à-dire qu'en fait, les compagnies aériennes maritimes marocaines ne peuvent pas être concurrentes parce qu'elles ont des contraintes sociales. Seuls des marins marocains peuvent monter sur un bateau marocain. On est le seul pays au monde qui impose ça. Les autres, ils ont tous des Philippins. Deuxièmement, il y a une fiscalité qui est pas adaptée. Et des conditions sociales qui sont pas adaptées, peut-être aussi des problèmes de financement, puis de taille aussi, il y a aussi la taille qui importe. Mais aujourd'hui, Sa Majesté a appelé dans un récent discours à la recréation d'une flotte maritime marocaine. Oui. Je pense que ça ne peut être fait qu'à travers des bateaux qui seront pas marocains. CMA CGM, plus grande compagnie de transport maritime dans le monde qui est française, elle a 700 bateaux, elle en a 30 qui soient français.
Tout le reste sont étrangers. C'est la seule voie dans laquelle nous pouvons arriver à avoir une flotte marocaine. Alors, pour reprendre dans les considérations générales, je pense que chez nous, on arrive au bout des réformes. Hein. Quand elles ne sont pas plombées, je vais le dire pas par quoi, mais on y arrive, mais il faut du temps. Donc, je pense que nous sommes un pays qui s'est réformé, mais on ne bouge que quand on a atteint un premier mur. Donc, on fait un palier, un deuxième mur, on fait un palier. On a du mal à imposer une réforme sans avoir des contraintes, comment dirais-je, en gros, en d'autres termes. Si la RAM n'avait pas été en faillite en 2010, eh bien, on n'aurait pas eu de contrat-programme, par exemple, hein, et on n'aurait pas pu la sauver. Alors qu'en fait, on aurait pu penser dès 2004 qu'il fallait faire ce contrat-programme avec la RAM, et je pense que les ministres l'avaient pensé, sauf que ça n'a pas été admis à l'époque par les finances. On a aussi une chose qui est intéressante dans ce gouvernement, c'est un ministère de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Quand il dit politique publique, dit réforme, je pense que s'il avait vraiment fait son job, je sais pas s'il a... Ce que j'allais dire, c'est que je suis pas informé, peut-être que j'ai négligé de regarder les résultats de ce ministère. Pour revenir sur les réformes qui échouent dans notre pays, c'est quand elles partent d'un postulat qui n'est pas bon. Si je prends par exemple la réforme du secteur énergétique, entre la situation que j'ai connue moi, où l'ONE était maître à la fois du renouvelable, de la privatisation de la production, et qui restait acheteur unique, n'est-ce pas, hein, on avait au moins une entité responsable pour l'électricité, n'est-ce pas, hein, et par exemple, l'objectif de 52% de puissance installée en 2030, hein, si l'ONE était resté dans la configuration que moi j'ai connue, hein, où il n'y avait pas Mazen, où il n'y avait pas la NRE, où il n'y avait pas 25 mains sur le volant, oui. Eh bien l'ONE tout seul aurait réussi à le faire. On dit oui, mais est-ce qu'elle l'aurait fait de manière privée? Bien sûr, on a bien privatisé la production d'électricité produite par le parc Torres de Tétouan, où l'ONE a lancé le premier grand parc éolien d'Afrique et du monde arabe en privatisation. Donc, on pouvait avoir en même temps la privatisation et l'ONE qui reste responsable. Et donc, pour rester responsable, il lui fallait des moyens. Donc pour moi, la réforme du secteur énergétique, en particulier l'électricité, pour moi c'est un ratage au départ, de décider que le renouvelable doit être à part et le thermique ou le reste, d'avoir créé la NRE. Moi j'ai toujours dit, l'ONE est un office d'État, il représente les intérêts collectifs parce qu'il est un office d'État, il a aucune raison d'être conflicté. N'est-ce pas? Parce que il n'est pas conflicté. Les intérêts c'est pas des intérêts privés qui sont à l'ONE, c'est des intérêts d'État. Il pouvait parfaitement être la NRE. N'est-ce pas? C'est-à-dire que mais c'est une conception radicalement différente. Donc on est parti de quelque chose qui ressemblait à ce que voulaient les grandes agences de développement mondial, et la Banque mondiale aussi, n'est-ce pas, de choses de ce genre-là. Hein, on a séparé. Et aujourd'hui, on a un problème de responsabilité. Si on n'arrive pas aux 52% de production installée, c'est la faute à qui? Au privé qui investit pas, à l'ONE, à la NRE, au ministère de l'Énergie. Et vu comment c'est parti, c'est un objectif qui est tangible? Non, 52% de celui-là, il est atteignable. On est déjà très 5, mais c'est la puissance installée. J'essaie de comprendre ce que vous dites, parce que vous avez dit que, en réponse à la question pourquoi certaines réformes sont plombées, on n'avait pas besoin de faire cette gouvernance super compliquée pour arriver à un objectif que l'ONE aurait pu faire tout seul. Vous avez dit mot pour mot que généralement une réforme échoue parce qu'elle est plombée par un élément en particulier qui est le postulat de départ qui correspond pas à la réalité. Est-ce que sur ce cas de figure, celui de la transition énergétique, le postulat de départ n'était pas le bon? C'est ce que je dis. Je dis quand on a pensé qu'on allait mieux favoriser le développement d'énergie renouvelable, un marché de l'électricité plus fluide, des clients d'électricité plus contents, des tarifs mieux maîtrisés, en libéralisant, en privatisant, je pense que c'était pas obligatoire de le faire. On aurait pu arriver au même résultat en laissant l'ONE comme maître. Aujourd'hui, on voit encore l'ONE comme le maître de l'électricité au Maroc. C'est plus le cas. Et il y a beaucoup de mains sur le volant. Et franchement, il y a des problèmes d'identification de la responsabilité, n'est-ce pas? Et comme on a saucissonné, on a partagé la responsabilité entre plusieurs mains, on n'a plus ce tableau d'ensemble où tout le monde va du même côté et où les différents acteurs ont à la fois les responsabilités et les moyens de leur responsabilité. Ce qui était le cas du temps. Ça peut se régler peut-être en mettant en place une sorte de maître d'ouvrage. Alors c'est ça, c'est ce que j'entends encore maintenant. Maintenant, ce que j'entends, c'est qu'on va essayer d'unifier tout ça. Bon,
bon, 15 ans de perdu. Tout émietté pour le reconstruire, hein. Et je pense qu'en plus les responsables sont pas conscients que c'est ça qui fait les problèmes d'énergie électrique aujourd'hui. Je pense qu'ils en sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas connu la période dont je parle, où l'ONE, hein, était en train on a lancé la première usine thermosolaire à Ain Matar, on a lancé le premier parc éolien, n'est-ce pas, hein, comment dirais-je, on avait tous les moyens à la fois juridiques, légaux, techniques pour avoir un développement et le fait qu'on ait donné un objectif qui aurait pu être plus ambitieux que les 52% à l'ONE, fait que l'ONE avait les moyens plus faciles que la structure actuelle pour le faire. Bref, vous me parlez des réformes. Moi, je pense que pas mal de réformes dans notre pays sont celles qui échouent, c'est celles qui sont inutiles et qui partent d'un postulat très bien. Alors, vous avez dit cette phrase que je retiens, vous avez dit le Maroc s'est réformé, mais généralement il faut du temps pour que les réformes aboutissent. J'ai envie de vous dire oui et non, parce que je peux vous citer un tas de réformes qui ont été lancées il y a plusieurs années qui ne sont pas complètement abouties. La réforme de l'éducation, par exemple, dans ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question de temps. Pardon. Si on doit donner au ministère de l'Éducation nationale nouveau modèle de développement, n'est-ce pas, avec les ministres qui se sont succédés, n'est-ce pas, si on doit leur donner le même temps pour aboutir que le temps qu'il a fallu pour détruire, on peut en parler, on peut commencer à leur demander des comptes d'ici 20-25 ans. Je veux dire, il a fallu 25 ans pour détruire la machine. Vous ne pouvez pas reconstruire un système d'éducation, performant en quelques années. Hein, on a créé des acteurs, on a créé des situations, n'est-ce pas, qui sont. Et puis il faut faire très attention là aussi à la doctrine. Est-ce que l'avenir c'est une éducation nationale privée qui fonctionne bien et qui devient bon marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, ou bien on restitue à l'État sa responsabilité d'éducation. Il faut qu'on se pose une question sur la réponse est dans la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, tiens, d'ailleurs, sur cette question? Aucune idée. Aucune idée. Je me rends compte qu'il y a une problématique. Je me rends compte qu'à une époque, on voit les universités, celles qu'on construit maintenant sont toutes privées. Il n'y a plus d'universités publiques qui se construisent, à ma connaissance. Peut-être que je suis mal informé, mais c'est fini. Hein, les grandes universités publiques qu'on faisait l'une après l'autre. On voit les grands hôpitaux, les grandes universités de plus en plus. N'est-ce pas, sont confiés au privé. Donc c'est une façon de voir les choses. Si on veut que l'éducation soit privée avec une aide aux familles qui soient pas aisées pour pour pouvoir payer cette éducation privée, c'est une façon de travailler. L'autre, c'est celle que moi j'ai compris, c'est que l'éducation, quand même, on essaie de la renationaliser. Sauf qu'il y a un petit bémol, si vous permettez, c'est que pour l'éducation, pour revenir sur l'exemple de l'éducation, il n'a pas fallu 25 ans pour la détruire, il a fallu une décision ou deux, et puis 25 ans, on laisse faire cette décision. Alors que là, après le modèle développement, après le nouveau modèle développement, ça a été confié à Abdel Moussa, donc qui était l'un des initiateurs de ce modèle développement, et je crois que si après ça a commencé à capoter, c'est parce qu'il y a eu un arrêt de cette mise en place de la réforme en changeant de ministre. Il me semble que pour les autres, vous parlez d'électricité, vous parlez d'énergie, il y a une nouvelle logique qui se fait en dehors du gouvernement, c'est de laisser les responsables, vous êtes resté à la OAR Maroc pendant une dizaine d'années, c'est de laisser les responsables assez de temps qu'il faut pour mettre en place leur réforme. Vous pensez pas que c'est comme ça que ça se passe? Oui, mais ça, c'est la dialectique de la démocratie, hein. Il faut bien changer de gouvernement à chaque élection. Maintenant, vous datez le début de la reprise en main de Shakib Ben Moussa. Je pense que ça avait démarré avant même du temps de Simon Assad. Hein. Je pense qu'il y a une nouvelle façon, d'accepter. Comme la loi cadre. Voilà, il y a une nouvelle façon, et j'ai beaucoup de considération pour les différents ministres qui se sont succédés, parce que je pense qu'eux, ils sont tous, maintenant, ça fait quand même 10 ans, 15 ans, hein, et vous trouvez que les résultats sont pas encore, mais l'éducation, c'est au moins 15 ans entre le primaire et le bac, et peut-être que pour pouvoir apprécier une réforme dans l'éducation qui est une réforme de fond, difficile, longue, il faut peut-être être un peu indulgent sur les délais. Mais ce qui est sûr, c'est que on a compris que l'éducation c'était un facteur essentiel, n'est-ce pas, dans le développement, hein, et on a décidé de mettre les moyens. Les moyens ont été mis, hein, les budgets d'une manière générale, l'État marocain depuis 25 ans, n'est-ce pas, a des capacités stratégiques qu'il n'avait pas avant. Ça aussi, c'est important pour comprendre la réforme. Il y a des réformes. Quand vous dites capacités stratégiques, vous parlez des moyens, concrètement. Oui, exactement. Ouais. Moi, je me rappelle quand on a fait la grande mosquée Hassan II, c'était un projet national. Oui. On pouvait en faire un. On pouvait pas faire
plusieurs de cette taille-là en même temps. Quand on voit les montants mis en œuvre par rapport aux montants qu'on met en œuvre sur chacun des projets que nous mettons en même temps, hein, le TGV vers Marrakech, les stades pour la Coupe du Monde et ainsi de suite, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'État a des capacités stratégiques. C'est pas une question simplement, attendez, c'est pas une question de budget. Quand je vois comment l'État requalifie aujourd'hui les centres urbains d'une manière décisive, et là j'ai été Wally, je peux vous le dire, n'est-ce pas, ouvrir l'avenue Royale, nettoyer la corniche, c'est l'État a aujourd'hui des capacités stratégiques. Il peut mener des stratégies de réforme. Pourquoi ça a changé selon vous? Parce qu'on a aujourd'hui effectivement il y a des moyens qu'on n'avait pas avant. Il y a les moyens qu'on n'avait pas. Il y a de nouvelles générations de dirigeants de l'administration territoriale, par exemple. Hein. Il y a quand même des changements de génération. Mais j'ai de l'indulgence aussi, je veux dire, pour les gouvernements d'avant 2000, hein, avant que ça, comme je dis, qu'on commence à acquérir des capacités stratégiques, parce qu'ils travaillaient dans des ambiances de moyens très limités. Maintenant, ce qui est inacceptable aujourd'hui, c'est qu'il y ait des moyens et que le résultat soit aussi lent. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai fait un accident de la route du côté de Chmaïa, sur la route Marrakech-Safi. Il n'y avait même pas de mercurochrome dans le dispensaire étatique. Et je pense pas que ce soit dû à la malversation ou des choses. C'était quand? C'était en 87, 86, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de mercurochrome dans un dispensaire, c'est inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens. N'est-ce pas? Hein? Mais à l'époque, eh ben, c'était l'État des capacités stratégiques de l'État marocain. On n'avait pas les moyens de faire face à tous les besoins. Je me permets de rebondir sur cet élément précis. Il y a quelques semaines de cela, à votre place était assis Karim Tazi. Et on était en train d'avoir ce genre de discussion. Il y a beaucoup de Karim Tazi. C'est le Karim Tazi, effectivement. Il y en a beaucoup. C'est le Karim Tazi, membre de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement et accessoirement patron de Richemont. Et on est en train de parler justement de ces questions de réforme à l'échelle d'un État et des moyens mis en place. Il a prononcé cette phrase. J'aimerais vous faire réagir à cette phrase. Il a dit aujourd'hui, l'État marocain ne se sent pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. C'est-à-dire que les moyens sont mis à la disposition à chaque fois qu'il y a un problème à résoudre ou une difficulté à surmonter, mais les résultats ne suivent pas forcément. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Pas du tout. Je suis pas d'accord. Moi, je vois les Wally, comment, des grandes villes, comment ils prennent en charge la requalification urbaine. Croyez-moi, ils se contentent pas de mettre les moyens, hein. Ils sont très axés sur les résultats. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils en ont les moyens. Mais ça suffirait pas. Il faut aussi un état d'esprit. On parlait tout à l'heure de l'état d'esprit de l'équipe nationale. Il faut un état d'esprit qui s'inspire de ces choses-là en disant, on ne peut pas avoir une capitale comme Casablanca ou comme Rabat, hein, dans la situation qu'on a connue il y a 30 ans, alors qu'aujourd'hui il y a des moyens, enfin, les recettes fiscales atteignent des records, hein, d'après ce qu'on lit. Considérons que le ministère de l'Intérieur est l'exception qui confirme la règle, justement, avec une cohérence, avec une continuité dans la pratique politique. Mais peut-être que ce qu'a dit c'est peut-être une inspiration comme l'équipe nationale, donc pour Karim Tazi, comme inspiration pour l'autre pays, le ministère de l'Intérieur, vrai pour les autres ministères, pour les autres ministères, pour les autres politiques. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire à l'exception du ministère de l'Intérieur. Peut-être que ce qu'a dit Karim Tazi au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, c'est bien d'avoir des modèles, mais je vois d'éducation, n'est-ce pas? Je sais, hein, des ministres qu'on a cités, et avec ceux qui leur ont succédé, il y a vraiment une prise en charge, une volonté, et un acharnement, si je puis dire, hein, n'est-ce pas? Ah, mais j'en doute pas. Pour faire aboutir à la résultats ne suivent pas souvent. Les résultats ne peuvent pas suivre à la vitesse de la lumière dans un secteur comme celui-là, n'est-ce pas? Et la requalification urbaine dans notre pays, ça a démarré il y a 10, 15 ans, hein, et c'est en train de se voir. Et sur Casablanca, qui a été la dernière ville qu'on a attaquée, hein, ça, c'est spectaculaire, mais c'est loin d'être terminé, n'est-ce pas? Hein? Alors, au cours de votre parcours, je le rappelle pour la énième fois, vous avez été ministre ou dirigeant d'entreprises et de grandes entreprises publiques. Est-ce que ces expériences vous ont appris peut-être que les difficultés viennent davantage des choix stratégiques que de leur mise en œuvre? Ou l'inverse? Est-ce que le problème c'est de définir les choix prépondérants, stratégiques, les priorités? Ou est-ce que le problème c'est d'exécuter les choix qui ont été... Vous voyez, moi j'ai été éduqué par l'OCP, et l'OCP de Karim Amrani. J'ai travaillé 12 ans, j'ai fini directeur du centre de Khoulibga, j'ai jamais vu un consultant. Donc on s'est fabriqué nous-mêmes nos doctrines,
On s'est fabriqué nous-mêmes et ça a des lois, puisque on envoyait des ingénieurs dans les congrès mondiaux et ainsi de suite. Ce qui me fait peur dans les stratégies, c'est celles qui sont inspirées. Et c'est vrai, par exemple, ce qu'on a appelé le consensus de Washington à une époque, n'est-ce pas, les théories reaganistes sur la libéralisation, qu'on a adopté sous la pression des agences internationales de développement, et puis du FMI, de la Banque mondiale. Et même, pas simplement ça, c'est pas uniquement qu'ils nous les a imposés, c'est que on a, le grand tournant, c'est le gouvernement d'alternance. Alors voilà, un gouvernement où les ministres sont socialistes, n'est-ce pas? Et il n'y a jamais eu de gouvernement plus, comment dirais-je, prône à adopter la libéralisation sans limite, à commencer à critiquer l'établissement public. L'établissement public, il n'y a aucune raison qu'on soit tous d'accord pour dire que l'ONCF s'en sort très très bien, n'est-ce pas? Et en même temps, on commence à en critiquer d'autres qui sont dans les mêmes situations. Hein? J'ai peur des stratégies qui nous sont inspirées. D'accord. Et je constate que quand les stratégies sont pas inspirées, mais qu'elles viennent de la propre gouvernance de notre pays, sans la citer, on a des choses à la fois plus inspirantes, plus fortes et à mon avis plus faciles, ou pas même plus faciles, plus adaptées. Hein? La généralisation de la couverture sociale et médicale dans ce pays, c'est une volonté forte, oui, n'est-ce pas, plus haut niveau, qui est en train de s'incarner et qui est une grande réussite et qui va avoir, et qui n'est pas des charges en plus, mais c'est un investissement. Et c'est cette politique qui va nous permettre d'avoir un facteur humain de meilleure qualité, de plus en plus de meilleure qualité. Encore faut-il bien l'exécuter et la mener à bout en y incluant l'hôpital public. Et on avez raison. La question de l'exécution et de la mise en œuvre. Vous avez raison, mais en tout cas, voilà, la proposition sur le Maroc Atlantique et la proposition d'avoir un arc atlantique entre nous et les pays subsahariens concernés, n'est-ce pas? C'est une idée qui n'est pas inspirée par c'est pas McKinsey qui nous dit de faire, n'est-ce pas? Hein? Ça vient des racines propres et de la fabrication des initiatives. Une réflexion en interne. Autrement dit, vous dites qu'on a un peu trop de cabinet conseil pour des conseils. Je vous donne autre chose. Et je fais amende honorable. Moi, j'ai accompagné Feu Sa Majesté Hassan II dans une visite aux États-Unis dans les années 90. J'étais très surpris que dans chaque étape, ils reçoivent la communauté marocaine résidente. Et je me disais, mais est-ce que ça va nous servir à quelque chose? Ces gens-là sont partis et ils deviennent américains, comme ils deviennent français ou hollandais. Ça va être des patriotes américains, hollandais et français. Dans une génération, on les a perdus. J'en étais convaincu. Et je me disais, peut-être qu'on est en train d'investir des efforts sur un axe qui est pas porteur, qui historiquement n'est pas porteur. Et je suis obligé de constater qu'on a été le premier pays au monde, n'est-ce pas, à s'intéresser aussi fort à notre communauté à l'étranger, qui nous le rend au centuple. L'Open Sky a beaucoup joué aussi, hein, parce que l'ouvrier marocain en Europe, il peut revenir plusieurs fois par an au Maroc. En Europe, pas dans les autres pays. En Amérique du Nord. C'est normal. Il y a 8 heures de vol. On peut pas avoir un prix. C'est une question de prix aussi. On peut pas être à 1000 dirhams le passager. Donc, il faut regarder l'Europe, c'est quelques heures de vol. C'est fait avec des moyens courriers. C'est bon marché. On peut avoir des prix. Et puis, on a ouvert au low cost. Et même si on ouvre avec les low cost, d'ailleurs, on a essayé avec Air Canada, n'est-ce pas, de le faire. Ça, c'est pas un énorme succès parce que c'est pas énormément moins cher que Royal Maroc. Bref. Pour revenir à ce que je disais, voilà une politique, une stratégie qui a été mise en œuvre au plus haut sommet de l'État, qui n'a pas été demandée par les partis politiques, qui n'a pas été demandée par la société, qui n'a pas été demandée même par les gens les plus concernés, qui a été mise en œuvre avec des fondations, avec des conseils, et aujourd'hui, l'équipe nationale en a encore une preuve. Oui, nous avons un lien entre la communauté marocaine à l'étranger. C'est un lien indéfectible. C'est pas venu par hasard. C'est une politique d'État. C'est une politique de souveraineté. Et beaucoup de gens essayent maintenant de nous copier. On a pris de l'avance. Donc, quand vous parlez des réformes, moi, je mets ça dans les réformes, dans les stratégies. Hein, et je suis toujours, d'abord, je considère une chose, c'est que chez nous, le vecteur numéro 1 de la modernité, depuis très longtemps, n'est-ce pas, c'est la monarchie. N'est-ce pas? Ça a été le cas sur tout ce qui était liberté publique, code de la famille et tout, où nous avons en avant-garde, nous avons toujours le souverain. Mais le vecteur de la modernité de notre pays, le vecteur de l'initiative stratégique, n'est-ce pas? Et c'est pas parce que les autres n'ont pas le droit de demander de faire des initiatives stratégiques, c'est qu'ils le font pas. Et même, je vous dis, je prends l'élite socialiste de notre pays qui est arrivée au pouvoir en 98, hein, elle a changé son fusil d'épaule.
Elle a changé et moi qui suis un ingénieur de l'État, donc très sensible à la socialisation, à la collectivisation de la décision publique, n'est-ce pas? Il faut pas laisser au marché toutes les décisions, parce que le marché ne protège pas les couches les plus défavorisées, et le marché, il n'est pas patriote. Le marché n'est pas patriote. Hein. Il cherche son gain. Il cherche son gain. Le passage en arrière qu'a constitué le gouvernement d'alternance, et je l'ai ressenti très profondément. Et on parlait avec Aziz Bousta, pourquoi je suis rentré à l'Istiqlal, parce que je pense qu'à l'Istiqlal, il y a plus de références ou de considérations par rapport aux intérêts nationaux profonds et aux intérêts populaires profonds que pour une élite bien pensante, mais sensible au vent de l'étranger. Alors je vais laisser le champ à Aziz Bousta pour vous poser toutes les questions politiques, notamment sur l'Istiqlal, mais juste avant, je reviens, moi j'ai des obsessions parfois, je reviens à cette question de résultats et de moyens. Vous qui avez dirigé deux grandes entreprises publiques, vous qui avez été ministre, vous qui avez été wali, ma question est la suivante. Comment, parce que c'est ce qui pêche parfois dans certaines administrations et certaines entreprises, c'est cette culture du résultat. Comment on arrive à inculquer cette culture du résultat au sein d'une administration publique, d'une grande entreprise publique, pour que les résultats suivent les moyens mis en place par l'État dans différents secteurs? Je pense qu'il faut d'abord mettre en confiance les responsables. Parce que beaucoup de capacités d'initiative est anesthésiée par le sens des responsabilités. En d'autres termes, si je fais quelque chose de nouveau et que ça marche pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je me contente de gérer et d'attendre les instructions, peut-être que je serai plus confortable. Je pense que ce sens des responsabilités dont vous parlez vis-à-vis du résultat, il faut qu'il y ait une compréhension de ce que c'est que la responsabilité par rapport à la responsabilité impose pas de l'indulgence, si je puis dire, mais il faut accepter le droit à l'erreur, n'est-ce pas? La magnanimité et la solidarité. Je mets quelqu'un dans une responsabilité, je lui donne une mission, il n'arrive pas à grimper dans la colline, je peux pas abattre, je dois comprendre que il a pris des initiatives, il est allé de l'avant, n'est-ce pas? Et je pense que faut trouver aussi un juste milieu entre peut-être un peu de sévérité quand on a échoué, parce que ça peut être bénéfique aussi, hein, et ne pas être trop sévère justement avec celles et ceux qui entreprennent et qui essaient de sortir de leur zone de confort pour atteindre les résultats. Il y a une prise de risque dans comment dirais-je, dans l'initiative pour atteindre des résultats. Il y a deux façons de donner des résultats, c'est appliquer la réglementation, et l'autre, c'est de prendre des prises de risque. Il faut que le coût de la prise de risque soit assumé par le responsable. Le Royal Maroc a été la seule compagnie aérienne au monde qui non seulement n'a pas arrêté un seul vol pendant la crise de l'Ebola, mais au contraire en a augmenté. Imaginez-vous ce qui serait arrivé si on avait eu un malade de l'Ebola s'installer dans une de nos villes. On avait 85 personnes qui rentraient au Maroc tous les jours en venant des pays à Ebola. 85. Grâce au soutien des autorités, grâce au soutien de la gendarmerie royale en particulier, n'est-ce pas, le suivi que nous avons fait sur ces gens-là, individuellement, avec quelqu'un qui vient leur parler tous les jours pour leur dire est-ce qu'ils se sentent malades ou pas, n'est-ce pas, on a évité ça. C'est-à-dire qu'on a eu 1 millier de gens susceptibles d'être en incubation, en même temps, pendant plus de 6 mois. Mais la responsabilité, elle est claire. Si on avait eu c'est celui qui a, c'est sûr que la prise de responsabilité, elle est énorme dans ce cas-là. Et vous le savez. Vous savez, il y a comment dirais-je, quelques semaines avant que la crise de l'Ebola n'apparaisse, Sa Majesté était en Guinée. Et les gens de l'Arabe ont pu voir avec quelle ferveur il était accueilli. 3 semaines après, l'Ebola arrive. Toutes les compagnies quittent la Guinée. Sauf la Royale. À cause de l'accueil qui avait été très présent dans nos esprits. N'est-ce pas? Ces gens-là ont fait un accueil extraordinaire à notre roi. On ne les laisse pas tomber. Et après, on prend des risques calculés. Il ne s'est rien passé.
n'est-ce pas? Parce que on avait pris. Mais ça rejoint, je dis, la responsabilité vis-à-vis de l'obligation d'exécuter, ça dépend de la prise de risque et du calcul de risque que vous êtes prêt à accepter. Parlons politique. CSA, Aziz Bousta. Je commence par une anecdote personnelle, c'est Mihila. Alors, nous sommes en 1997, vous êtes patron de l'ONE, et pas l'ONE, il n'y avait pas l'ONE à l'époque, vous êtes patron de l'ONE. J'étais élu à Marrakech, Guéliz, et il y avait la zone de Sidi Ghanem, qui était la zone industrielle, qui était le quartier industriel, où l'ONE avait coupé l'alimentation électrique pour cause de paiement. Nous étions tous des Istiklaliens à l'époque. Nous avions appelé... Pas moi. Pas vous, justement, j'y arrive. Vous avez Youssef Tahiri, qui était ministre de l'énergie et des mines. On avait envoyé un papier, rétablissement, alors on reçoit le papier, OK pour rétablissement du courant. Très bien. Il envoie à Driss Bsri, Tawallah Yahmou. Driss Bsri voit ça, il écrit OK pour rétablissement du courant. OK, ça arrive à Driss Benima, directeur général de l'ONE. Et on reçoit le papier. On a fait une réunion autour de ce papier d'ailleurs. OK pour rétablissement du courant, virgule, après règlement. D'accord. Donc, le Sftairi, le Desbsri, on s'en moquait, il fallait régler. Il était dans son rôle, oui. Il était dans son rôle. Faut payer. Alors, quand on parle maintenant du gouvernement, quand on parle de l'Istiqlal, quand on parle de ces élections à venir, est-ce que vous ne pensez pas que l'Istiqlal, malgré sa réflexion d'essence interne, comme vous l'avez si joliment dit, c'est-à-dire sans conseil, sans apport étranger, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fait un peu de réel politique ou d'accommodation aujourd'hui, avec une certaine absence, une certaine atténuation de ce pouvoir de dire non, quand il faut dire non. Est-ce que ça manque de courage? Et pour venir sur ce que vous disiez, et moi j'étais très soutenu par le ministre de l'énergie et des mines avant Youssef Tahiri, qui était Sertif Garaoui, n'est-ce pas? Oui. Et quand on a lancé les politiques de récupération, quand je suis arrivé à l'ONE, il y avait 6 mois de chiffre d'affaires chez les clients qui payaient pas. 6 mois. En quelques mois, j'ai ramené ça. En quelques mois, j'ai ramené ça à 2 mois. Je me rappelle qu'au pic, nous avions 480 communes sur 1500 coupées. Alors, pas toute la commune, uniquement le siège, parce qu'on peut pas couper l'éclairage public, n'est-ce pas? Et on a appris aux gens à payer leur électricité. Et quand on dit après règlement, on a toujours dit, aucun problème, il y a 3 conditions. On fait un audit de votre consommation, parce que peut-être que vous en consommez trop et que on peut vous aider à en consommer moins. Deuxièmement, vous reconnaissez la dette, parce que souvent les villes disaient, moi je paye pas parce que j'accepte pas les factures qu'on m'a envoyées. Donc ça, il faut les reconnaître. Et troisièmement, on fait un échelonnement. Et puis j'ai oublié. Quatrièmement, c'est nous qui vous faisons les prévisions de budget électrique l'année prochaine. Donc quand les communes disaient, d'accord, tu fais un audit, tu écris ce que je dois marquer dans le budget, parce que souvent elles écrivaient 3 mois de budget, et puis au bout du mois d'avril, il n'y a plus d'argent pour payer l'électricité, on n'a pas dans le budget. Donc nous on a imposé ça, et comme je le disais, reconnaissance des dettes et échéancier. On l'a toujours fait, mais je sais pas qui était le client dans ce cas-là, je me rappelle plus qui était le client. C'était la commune de Naraguélis. Oui, mais ça c'est pas... Et en fin de compte, on a fait autre chose de quelques mois après. On a signé un accord de frontière avec la direction des régies, et on leur a donné tout le quartier de Sidi Ghanem. Alors on revient... Non, mais c'est intéressant parce que il y a une légende qui circule dans notre pays, comme quoi la Radema était la meilleure des régies, la mieux gérée. La Radema, c'est la régie de Marrakech. C'est possible qu'elle ait été mieux gérée que les autres, mais son succès, c'est les zones que l'ONE lui a rétrocédées. Le développement de Sidi Ghanem, ça a fait la fortune de la Radema pendant de nombreuses années. Alors, on revient sur le courage politique, le pouvoir. Comment? C'est grâce à vous, ce que vous dites. Le pouvoir de dire non. Non, c'est grâce aux gens qui ont développé Sidi Ghanem. L'argent dépensé à l'ONE, parce qu'il n'a pas répondu sur le... Alors voilà, on attend la réponse sur l'Istiqlal. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème de ce gouvernement actuel ou des gouvernements à venir, c'est aussi cette capacité à dire non, cette capacité de pouvoir imposer des vues, quitte à partir s'il faut partir. Je reproche au gouvernement actuel, aux 3 partis actuels et essentiellement à l'Istiqlal, que je connais un peu mieux, de pas dire non quand il le faut. Ne me demandez pas d'exemple parce que je peux vous en donner beaucoup. Non, moi je cherche pas d'exemple. Je veux dire, vous pouvez imposer vos vues pas quand vous dites non, mais quand vous proposez. Alors, regardons les ministères. Les deux vont ensemble. Regardons quels sont les ministères qui ont vraiment une vision, une stratégie, un programme de la force de celui de l'Open Sky, par exemple, ou de la réforme d'éducation, qui sont des projets à forte volonté réformatrice. L'Open Sky en son temps et la réforme d'éducation aujourd'hui. Et puis regardons, c'est
mais c'est pas que les ministres doivent dire non, c'est que les ministres ils doivent d'abord dire voilà comment je vois les choses, hein, et faire des propositions de réforme ou d'évolution qui soient et ça peut-être que ça c'est peut-être ça qui manque avant tout. Moi, avant d'être ministre, j'étais patron, et avant même d'être patron d'établissement public, j'étais cadre d'établissement public. J'avais l'impression que les ministres n'avaient aucun pouvoir. Et que c'est nous, l'établissement public. Est-ce que c'était une impression? Eh ben, je suis devenu ministre, et je me suis rendu compte que les ministres fabriquaient leur périmètre de décision. Et il y a suffisamment. Ça dépend de la personne de chaque ministre, alors. Probablement. Mais aujourd'hui, je pense que le poste de ministre, c'est le poste le plus noble de tout le secteur public, parce que la responsabilité est là et les moyens de la responsabilité sont là. Donc, j'accepte pas, comment dirais-je, bon, et à la limite, dire non, oui. Hein, moi, je dis toujours aux jeunes ministres qui me demandent des conseils, hein, je leur dis. Qui vous demande conseil? Ça arrive, hein, bon. Quel jeune ministre? Ça m'intéresse, moi. Il y en a qui ne sont plus ni jeunes ni ministres, mais je leur ai dit, on ne regrette jamais, comment dirais-je, on regrette moins ces mauvaises décisions que les décisions qu'on n'a pas prises. Donc il vaut mieux, et voilà, donc il vaut mieux se laisser aller. Et de toute façon, je leur dis toujours, qu'est-ce qu'on peut vous faire au pire? Vous mettre à la porte, de toute façon, ça va vous arriver. Alors autant partir en disant j'ai fait ce que j'ai pu et je l'ai bien fait, et c'est ce que j'ai fait quand j'étais wali, j'essaie de vraiment faire ce que j'ai pu, et je suis parti, et je regrette pas ce que j'ai fait, je regrette ce que j'ai pas fait. Et en particulier, je me suis pas assez intéressé à l'immigration rurale à Casablanca. Je regrette encore aujourd'hui de pas avoir fomenté un service qui s'occupe de la mobilité humaine. Et on a entre 60 000 dans les bonnes années et 100 000 d'émigration rurale sur Casablanca. Personne ne sait réellement d'où ils viennent, personne ne sait où ils vont, personne ne sait de quoi ils vivent, personne ne sait de comment ils s'intègrent, et qu'est-ce que ça leur coûte. On n'a aucune Alors, vision. ça amène à l'autre question. Parmi les choses que vous avez faites. Donc, je veux dire, ça, c'est quelque chose que je regrette. Donc, je regrette plus ce que j'ai pas fait que ce que j'ai fait. Juste, si je peux me permettre rapidement, par rapport à l'Istiqlal, j'aimerais savoir aujourd'hui quel est vos liens et votre engagement partisan, si vous en avez un, avec l'Istiqlal, et qu'est-ce que vous pensez du parti aujourd'hui? Donc, moi, je dis, d'abord, il y a un aspect sociologique. Les gens que j'apprécie, mes amis au sein de l'Istiqlal, ils ressemblent à ce que je suis, à la famille dans laquelle j'appartiens et tout, n'est-ce pas? La famille urbaine, n'est-ce pas, proche de l'Istiqlal tout autant de la, il y a que mon père qui n'était pas istiqlalien parce que il m'en fait voir toutes les couleurs. Mais mes oncles, par exemple. Donc il y a déjà une proximité sociologique. Oui. Et puis j'y ai beaucoup d'amis, n'est-ce pas, qui me ressemblent, comme j'ai dit. Donc ça, il faut choisir un parti. En fait, sortant du service public, n'étant plus tenu à une indépendance partisane et voulant être un citoyen complet, il faut faire un choix. Il faut faire un choix de parti politique. Et deuxièmement, les racines, l'ADN de l'Istiqlal, n'est-ce pas, elle est très rassurante. Mais ça, on le sait, vous êtes un Istiqlalien. Ma question, c'était, est-ce que vous avez aujourd'hui un engagement spécifique partisan, une mission précise? Non, d'abord, je suis très occupé dans mon cabinet de conseil, n'est-ce pas? Et je participe quand on m'invite et que de loin. Oui, un peu de loin. Mais ça n'enlève rien. Alors, continuons sur votre capacité. Justement sur votre réflexion à mon identité. Sur l'Istiqlal. J'en doute pas. Donc vous êtes membre de l'Istiqlal. J'ai certaines sympathies pour l'Istiqlal. Il faut pas le cacher. L'Istiqlal, comme je le dis très souvent, est un vieux parti, l'un des plus vieux partis au monde. Un parti à 80 ans, il y en a pas beaucoup. Ne perdez pas de temps, j'ai fait la recherche. C'est la vérité. Mais ça pose un problème. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait un décalage entre ce parti, donc qui est très ancien et qui est un peu dont la pensée est un peu, je dirais pas nécrosée, mais je dirais figée un peu sur le passé, avec une jeunesse, si on parlait de l'équipe nationale, et de tous les exemples, de toutes les qualités dont ont fait preuve les jeunes de l'équipe nationale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un décalage entre les attentes d'une société jeune qui piaffe d'impatience et un parti qui reste ancré sur ses habitudes assez anciennes de compromis, de composition parfois? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un décalage là-dessus? Alors, d'abord, dans l'image que vous donnez, moi je rappelle l'Alliance des économistes istiqlaliens, il y a d'autres alliances, celle que je connais le mieux, c'est de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Ils sont une force de proposition et une force d'analyse et d'étude qui est très forte et que pas beaucoup de partis peuvent mobiliser aussi vite. Hein. Et moi-même, lors des dernières élections, j'ai participé au programme du parti pour les régions du Nord.
n'est-ce pas? Je constate qu'il y a, c'est pas eux qui incarnent le parti peut-être totalement aujourd'hui, mais vous avez encore une masse de cadres et de jeunes gens compétents, et il y en a qui viennent de plus en plus, n'est-ce pas, hein? C'est donc l'ICRA reste attractif, hein, et il a les structures capables de réunir autour de lui des compétences, n'est-ce pas? Et c'est une réalité. Et ces compétences, il les mobilise. Et chaque année, l'AEI fait son commentaire sur le projet de loi de finances. L'AEI fait des propositions. Donc, on a quand même un parti qui a un think tank, n'est-ce pas? Et bon, est-ce qu'on retrouve les idées la du think tank? transmission, est-ce qu'elle se fait? Après, il y a des équilibres politiques peut-être au sommet, au niveau des différentes instances de direction que je connais pas, hein, mais comme je l'ai dit, vous avez raison de le dire, c'est un vieux parti, c'est un vrai parti, avec ses organisations de masse, hein, son syndicat, les organisations de masse sur les femmes, sur les jeunes, hein, sur les différentes groupes professionnels, hein, il est présent dans le paysage, et généralement, ces institutions liées au parti sont de très bonne qualité. Est-ce qu'à la fin, tout ça, ça fait une direction? Après, il y a les contraintes du partage, enfin, de l'adhésion à un gouvernement, et ainsi de suite. Mais les ministres, de manière générale, la plupart ont un cursus, un passé, hein, je parle encore d'Adil Louiri et de Karim Rendab, qui est tout à fait convenable. Mais vous citez tout le temps, enfin, j'ai remarqué, vous citez souvent les mêmes noms, ceux du passé. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur l'Istiqlal et sa capacité à, pour le dire clairement, remporter les prochaines élections, et de manière plus globale, que pensez-vous du débat public, politique et public actuellement? Le problème est peut-être là, parce que je suis préoccupé par le taux d'abstention qu'on risque d'avoir. Parce que dans le langage des partis, il n'y a pas assez de discours politique. Je veux dire, on va pas élire un parti sur GMT ou GMT+1 quand même. N'est-ce pas? C'est une question qui intéresse. Mais est-ce que c'est ça qui doit faire la différence entre ceci et cela? Donc, moi, je vois un parti qui s'enorgueillit d'avoir soulevé le problème. On va pas lui donner le gouvernement pour ça, quand même. Je veux dire, et les vrais débats, hein, qui concernent la population sont pas là. Donc, la population n'est pas convaincue aujourd'hui. Hein, je pense qu'elle n'est pas assez convaincue que les élections peuvent changer quelque chose. Et c'est ce qui fait l'abstention. Plus un aspect qui est très pervers, c'est de dire je vote pas parce que je pense que votre jeu je ne vous fais pas confiance, ou ne sert à rien, ou je fais pas confiance. Ça, c'est encore plus grave. Il y a ceux qui votent pas parce qu'ils savent pas comment choisir entre les uns et les autres. On n'a pas de, comme je l'ai dit, la question sur la libéralisation à outrance de l'éducation ou son retour à l'État, il y a personne qui le pose de manière, et c'est quelque chose qu'il faut dire aux gens, hein, si ce parti passe, hein, on va taper sur l'enseignement privé pour le ramener, l'obliger à avoir des prix convenables, ou proposer des aides directes de l'État, n'est-ce pas? Peut-être des réductions d'impôts et tout, à ceux qui ont des enfants dans l'éducation privée. C'est ce genre de choses qui est importante pour les gens. C'est ça, une grande question. Ça me ramène à la question du débat politique. Est-ce que vous diriez que le niveau a baissé au risque de passer pour un réactionnaire? Le niveau a baissé, je sais pas s'il a jamais été très élevé. Il a été très élevé. Il a été très élevé dans les années 70, 80, au niveau politique. Je ne pas, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut élargir il faut rentrer dans le débat dans les questions qui fâchent, et qui sont, par exemple, sur les libertés individuelles. Hein, il n'y a aucun parti qui en fait son cheval de bataille. Quelques partis de la gauche, ouais. Oui. Tout le monde est convaincu que la société est tellement conservatrice qu'il faut pas aller sur ce terrain. Alors, qui fera changer qui fera changer la société, la fera évoluer à partir de son conservatisme, si c'est pas les forces politiques qui prennent le risque de l'impopularité, comment dirais-je, passagère, hein, pour faire avancer le débat dans ce pays. Il me semble que le problème, si Benihima se situerait ailleurs, pour les libertés individuelles, effectivement, ça peut poser un problème, mais encore une fois, étant une société conservatrice, les choses étant ce qu'elles sont, les Marocains font ce qu'ils font d'une manière générale, et puis c'est comme ça, on avance. Par contre, ou en revanche, il est beaucoup plus important de sortir les sujets, de partir sur les sujets qui fâchent,
vous les avez un peu évités, sur les questions du coût de la vie, sur les questions des compromissions éventuelles, sur les questions, je parle toujours de l'Istiqlal, sur les questions de l'éthique en politique qui a été un peu occultée aussi par ce parti de l'Istiqlal, et c'est sur ça qu'on peut attirer les gens. Une phrase, un parti politique attire la population quand il fait de la politique, pas de la technocratie. Et je pense que c'est là le problème. Ouais. Moi, je vois pas, je sais pas ce que ça veut dire, la technocratie. La technocratie, moi, c'est des outils. On va pas faire une politique sur les outils. On va pas faire une politique sur les outils. Il faut faire une politique sur les grandes idées. Mais, comme je dis, le rôle de l'État dans l'éducation, c'est quelque chose qui est important et il faut, je prends une dernière que je connais, le Royaume Maroc, dont les salaires les plus bas sont quand même assez élevés. Pas un enfant à l'école publique. Donc des gens qui se sacrifient avec un salaire moyen ou médiocre pour mettre leurs enfants dans l'école privée, ça interpelle, n'est-ce pas, hein? Donc il faut que l'école publique soit suffisamment remontée de niveau, n'est-ce pas, et que c'est des sujets qui sont pas abordés parce que tous ces sujets affrontent des lobbies ou des groupes sociaux et tout, et que aucun parti enfin on est dans l'aseptisé total, quoi. La capacité de dire non. Cet entretien est diffusé avant le prochain match du Maroc face au Canada. Un petit pronostic? Je pense que je vais surprendre personne quand je dis que le Maroc devrait gagner le Canada. Ça c'est sûr, mais est-ce que ça sera aussi compliqué que face aux Pays-Bas? Ça risque d'être compliqué si on manque de modestie. Mais je pense que l'entraîneur que nous avons maintenant, c'est quelqu'un qui est à la fois lucide et modeste. Et il saura inculquer le respect de l'adversaire. C'est ce qu'on espère. Normalement, on devrait battre le Canada, c'est ce que tout le monde pense. Pas tout le monde et puis après, on affrontera la France. On verra bien. Vous dites que ça on verra bien. Merci beaucoup, Driss Benima. C'était un plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous. Merci, Aziz. On reste ensemble pour la suite de cette émission. Le 12-13 revient juste après ceci. À tout de suite. De retour sur le plateau du 12-13 de Média 24 et on s'intéresse à présent à un sujet dont très peu de Marocains connaissent peut-être sans doute même l'existence, les avoirs en déshérence. Que deviennent les comptes bancaires, entre autres, inactifs ou oubliés, les contrats d'assurance jamais réclamés et les avoirs dont les héritiers ignorent parfois jusqu'à même l'existence. Une enquête de Média 24 révèle que depuis 20 ans, des centaines de millions de dirhams ont progressivement quitté leurs propriétaires pour rejoindre les caisses de l'État dans le cadre d'un dispositif parfaitement légal, mais largement méconnu. Le scandale silencieux des avoirs en déshérence pour 1 dirham rendu aux héritiers, 2 partent au trésor. C'est le titre de cette enquête et on en parle maintenant dans la rubrique L'Instant Média 24. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir dans le studio du 12-13 mon confrère, journaliste et auteur de cette enquête, Ghassan Wael Al-Karmouni. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. Merci pour l'invitation. La dernière fois, on t'avait reçu à distance. Maintenant, tu es en chair et en os. Aziz Boussa, toujours à ma droite. Salut Aziz. Ça va? Bonjour, Hassan. Ça va? Bonjour. Salut. Alors, c'est une enquête très, très intéressante parce que c'est un sujet, comme je l'ai dit en introduction, qui, je pense, est méconnu du grand public. Et la première question que j'ai envie de te poser, Hassan, c'est comment t'es venue cette idée de te lancer plutôt dans une enquête précisément sur ce sujet alors qu'il est il n'est pas très débattu, on va dire, dans la sphère publique, ni même entre les Marocains. En fait, c'est parti d'une discussion avec un ami qui m'expliquait comme quoi les difficultés qu'il pourrait avoir à retrouver le patrimoine familial, son père étant gravement malade et ne sachant rien de son patrimoine, sachant qu'ils savent très très bien qu'il a de l'argent parce qu'il dépose à chaque fois à la maison, etc. Mais ils savent pas s'il a un compte bancaire ou pas, s'il a des avoirs, un actif, on va dire institutionnel ou autre.
Par la suite, après cette discussion, j'ai lu une déclaration de la ministre, en fait une réponse de la ministre de l'économie et des finances, Nadia Fattah Alaoui, qui a répondu à une question écrite au Parlement, où elle répondait complètement à côté en fait. Et là, je me suis dit qu'il y a un sujet, parce que quand un politicien ou un officiel répond d'une manière très jargonneuse, très légale, etc., c'est qu'il y a un sujet derrière et on a fait le boulot par la suite. Donc, bonne lecture de la pratique politique. Oui, tu confirmes donc. Oui, je confirme. Donc l'enquête est partie en fait d'une discussion banale, d'une situation réelle, d'un vécu, de l'une de tes connaissances. Et généralement, ce sont les enquêtes ou les sujets les plus intéressants parce qu'ils partent justement du réel. Alors, je vais citer quelques chiffres qui me paraissent intéressants dans le cadre de cette enquête, et c'est là où on mesure l'ampleur peut-être du phénomène. On parle de près de 800 millions de dirhams consignés à la CDG dans le cadre de ce dispositif depuis 2006. Plus de 60 000 comptes seraient concernés. 353 millions de dirhams reversés au Trésor. Et près de 4 millions de comptes bancaires inactifs sont recensés ou estimés aujourd'hui, selon les données croisées de la Banque mondiale et de Banque El Maghreb. Parmi tous ces chiffres, peut-être que celui des près de 800 millions de dirhams transférés à la CDG depuis 2006 sort du lot. Donc la question c'est sur ce montant que je viens d'énoncer et les 353 millions de dirhams qui ont ensuite rejoint définitivement le Trésor. On a seulement 136 millions de dirhams qui ont été restitués aux ayants droit. Oui. D'où le titre de cette enquête, qui est un titre accrocheur et on a bien fait de le faire. Ça veut dire que pour un dirham restitué aux ayants droit, légitimement, elle est en poche de dirhams. Est-ce que c'est normal? Est-ce que il y a une logique économique et mathématique derrière ce calcul? En fait, ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que ces 800 millions, c'est juste la partie apparente de l'iceberg. Parce que c'est-à-dire que la procédure qui est suivie fait que l'argent reste chez les banques pendant 10 ans avant d'arriver à la case CDG. C'est-à-dire que sur ces 800 millions, il faut rajouter tout ce qui a été, on va dire, pris par les banques, notamment sur les frais de gestion de compte, sur les différentes fees, les commissions, les agios, etc., qui sont pas du tout plafonnés par la loi. Et aussi, c'est-à-dire que c'est chaque année les banques reversent. C'est-à-dire que c'est un flux qui se régénère chaque année et qu'une partie à chaque année, après 10 ans de détention de ce compte, les banques le rendent le reversent à la CDG et sans jamais chercher à contacter les ayants droit. Parce que quand le compte entre en parce qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire. Ils n'ont pas d'obligation de le faire. C'est ça, en fait, le cœur du sujet, c'est que les banques, ni les assurances, ni les gestionnaires de fonds, ni les caisses de retraite n'ont d'obligation de chercher les ayants droit. Donc c'est ça, les 800 millions, c'est ce qui a été reversé à la CDG après 10 ans de déclaration du compte comme étant en dormance, et c'est aussi ça prend pas en compte les gestionnaires de fonds, ça prend pas en compte les gestionnaires des MRE, les fonds des MRE. Par exemple, il y a pas mal de MRE, même des investisseurs étrangers, notamment du Golfe, qui investissent dans des obligations, dans des actions au Maroc, mais il y a personne qui va aller les chercher, ces ayants droit, et il n'y a pas non plus pour les gestionnaires de fonds, ni pour les assurances vie, ni pour les retraites, de mécanismes de restitution de ces avoirs à la CDG, ni par la suite au Trésor. Donc en conclusion de tout ça, c'est que c'est fait d'une manière complètement légale. Oui. Mais ça n'a aucune logique ni morale ni même de bon sens. En fait, la loi sur les comptes en déshérence organise la restitution à l'État plus qu'elle n'organise la recherche des ayants droit. C'est-à-dire que voilà, la loi, elle est claire. Je pense que c'est un article de la loi bancaire. Je me souviens plus du cas 272, je pense.
qui dit que voilà, pour chaque compte qui rentre en dormance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité sur le compte pendant 1 an, il est obligé de le déclarer à la Banque centrale et s'organise la déshérence, c'est-à-dire qu'il est considéré comme étant en déshérence. Une fois qu'il est considéré comme étant en déshérence, la banque a le droit de le garder, ou même l'obligation de le garder pendant 10 ans. Après 10 ans, elle le restitue à la CDG qui le consigne pendant 5 ans. Et si jamais personne ne vient le réclamer à la CDG a l'obligation de le restituer au Trésor. Et là, il appartient à l'État et plus personne ne peut le réclamer. Donc, c'est un couloir qui est organisé pendant 15 ans, alors que dans d'autres pays, peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure, c'est par exemple en Grande-Bretagne, c'est durant toute la vie, c'est-à-dire que n'importe quel héritier peut venir réclamer. Et les fonds sont mis dans des comptes qui fonctionnent, qui investissent dans des projets à intérêt public. Mais quand un héritier se déclare, il peut le récupérer. Et c'est d'une manière éternelle. La France, à travers la loi Eckert, c'est 30 ans. Les États-Unis, c'est le même mécanisme et c'est les États en fait qui gèrent selon leur législation propre. Même la Tunisie a mis en place durant la loi de finances de 2025 un mécanisme pour obliger les banques à chercher les ayants droit, ce qui n'est pas le cas au Maroc. C'est-à-dire que après 10 ans quand les banques conservent en fait ces montants après 10 ans, 6 mois avant de les restituer à la CDG, ils envoient un courrier. Ils ont juste l'obligation d'envoyer un courrier à la dernière adresse connue du détenteur du compte. Donc après 10 ans, généralement, si au bout de 10 ans on s'est pas manifesté pour un compte dormant, il y a très peu de chances qu'on réponde à un courrier envoyé 6 mois avant la fin de l'échéance. Tu as souligné préciser que la législation ou la réglementation est différente dans d'autres pays. On peut se poser légitimement la question pourquoi justement au Maroc nous avons un système qui n'oblige pas les institutions concernées, bancaires mais pas que, nous allons y venir d'ailleurs. Il ne s'agit pas uniquement des comptes en banque dormants, on parle aussi des assurances et des retraites, mais pourquoi des actifs voilà. Pourquoi nous sommes encore aujourd'hui au Maroc dans cette configuration un peu archaïque peut-être ou dépassée? En fait, en faisant l'investigation, on se rend compte que, par exemple, la loi Eckert en France, elle a été votée et entrée en vigueur il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans, et que rien n'a bougé, en fait, au Maroc, parce que, justement, il y a personne qui veut chercher, parce que moi, j'ai fait un petit calcul très, très simple pour les besoins de cette enquête. Sur le montant des 800 millions de dirhams, si on dit que pendant 10 ans, ils ont été maintenus dans les banques, avec un taux très, 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 très conservateur de 2% par an, on retrouve quelque chose comme 250 millions de dirhams qui partent en bénéfices financiers pour les banques. Pareil pour la CDG, etc. C'est des montants assez importants. Et voilà, on voit très bien comment se porte la rentabilité bancaire au Maroc. Et je pense qu'une partie de cette rentabilité vient aussi de ces fonds qui sont en dormance chez eux. Et voilà, il y a personne qui les cherche aussi parce qu'il y a aucune. Quand on voit, par exemple, que ça a été discuté au Parlement, mais à travers une question écrite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une pression politique de la part des députés, de la part des gens pour chercher ces fonds et pour réclamer leur organisation. Il y a aussi un élément technique qui est la gestion des successions, c'est-à-dire qu'on n'a pas un fichier commun des successions au Maroc, qu'on n'a pas un fichier commun des décès. Ça existe. C'est-à-dire que la procédure de digitalisation de l'état civil est en cours. Mais elle n'est pas suffisamment. Elle n'a pas. En fait, il n'y a pas encore des accès directs des banques. Il n'y a aucune obligation non plus d'accès des banques, sachant qu'ils le font ailleurs. Quand on voit, par exemple, même sur les sites de Tijari ou bien sur les sites de Shabi en Europe, ils disent que on a cette obligation-là de rechercher les ayants droit. C'est-à-dire que elles peuvent le faire, mais comme il n'y a aucune obligation légale de le faire, elles le font pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, restons sur le concret, est-ce qu'aujourd'hui un héritier peut savoir si un proche décédé
détenait un compte bancaire dormant ou oublié. Est-ce qu'il existe une procédure qui lui permet de faire ça? Oui, en fait, c'est dans la procédure de la succession, c'est-à-dire que aujourd'hui, Banque El Maghreb, je pense depuis 2023, a mis en place un mécanisme pour informer les ayants droit, les héritiers en fait, de les informer qu'il y a un compte quelque part. C'est-à-dire que il faut ramener les documents de l'hérédité plus la carte nationale aux agences de la banque centrale pour indiquer qu'il y a un compte ou pas. Mais ils disent pas s'il est débiteur, créditeur, le montant, etc. Donc c'est ça en fait la procédure marocaine, c'est aux ayants droit d'être suffisamment aware pour aller faire la démarche, de se déplacer, de partir. J'ai vu que quelqu'un m'a envoyé un lien qui vient d'être mis en place par la banque centrale, mais qui n'est pas du tout connu. Même pendant l'enquête, je l'avais pas retrouvé. C'est après la publication que quelqu'un m'a dit qu'il y avait la banque centrale avait mis en place un site qui était dédié à ça et qu'il fallait avoir en fait l'application de la DGSN pour l'authentification et que c'est connecté directement pour authentifier. Donc c'est un peu compliqué quand même comme démarche et on a l'impression qu'il n'y a pas de volonté de rechercher, sachant que le chiffre que vous avez cité de 4 millions, il a été contesté par le Wali de Banque El Maghreb pendant la dernière conférence en disant que de mémoire, il semble que c'est exagéré, alors que moi j'ai pris juste le chiffre de la Banque mondiale. Comme il n'y a pas de chiffre en fait de la Banque centrale sur ce point-là, on était obligé de chercher d'autres chiffres qui sont les chiffres de la Banque mondiale, le Fine Index qui dit que voilà les ça comptes, fait beaucoup 4 millions de comptes en banque, enfin inactifs. 10%, c'est à peu près. C'est dans la moyenne. Non, c'est très élevé, mais c'est 10%. La Banque mondiale dit que c'est 10%, 10-11%. Donc rapporté au nombre de comptes qu'il y a au Maroc actifs, ça fait plus ou moins 4 millions. Très bien. Mais est-ce qu'ils sont tous en déshérence? Non, je pense pas. C'est plus que c'est des comptes qui ne sont pas très actifs, très mouvementés. Mais pourquoi la Banque centrale ne sort pas ce genre de chiffres, sachant qu'il est très détaillé dans le rapport annuel de la DSB qui rapporte énormément de données sur les comptes, sur les réclamations, etc. Pourquoi ils mettent pas les réclamations pour les comptes, par exemple, ne serait-ce que ça, ou bien quels sont les chiffres des comptes qui sont en déshérence, ou bien les chiffres qui sont des comptes qui sont en dormance. Je pense que la Banque centrale veut beaucoup plus intéressée à parler des taux de bancarisation que des comptes qui sont pas en mouvement. Juste avant de donner la parole à Aziz, avant de commencer cet entretien, tu me disais précisément que on parle essentiellement des comptes en banque, mais les institutions bancaires notamment ne sont pas les plus, on va dire, celles qui sont les plus foutives sur ce sujet, parce que il s'agit uniquement en fait des actifs financiers en tout genre. Il y a les comptes en banque dormants, mais il y a aussi les assurances, les retraites. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce sujet ne concerne pas justement uniquement les comptes en banque, mais tout type d'actifs financiers? Oui, parce que au moins pour les comptes bancaires, il y a la loi bancaire à travers son article qui définit qu'est-ce que deviennent les comptes quand ils rentrent en déshérence, c'est quoi la déshérence, c'est quoi les termes, etc. Et c'est quoi la procédure. Pour les autres, que ce soit pour les assurances vie notamment, que ce soit pour les actifs, les gestionnaires d'actifs, les mandataires, que ce soit pour les retraites, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas d'obligation. C'est le néant absolu. C'est ça, il y a pas, c'est le vide sidéral en termes réglementaires, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a, on a la certitude aujourd'hui qu'il y a des actifs dormants, que ce soit au niveau des plans assurantiels ou des plans retraite, mais il n'y a aucune traçabilité, aucun chiffre, aucune donnée. Oui, moi j'ai contacté la CAPS, l'autorité qui gère ça, qui gère toutes les assurances. Ils ont dit qu'ils étaient en train de faire une préétude, c'est pas une étude complète, une préétude pour quantifier le phénomène et qui n'avait aucun chiffre à publier ni à communiquer, encore moins une procédure légale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure. Ce qu'on ne mesure pas, on peut pas le réglementer. Donc, comme il ne mesure pas, il n'y a pas de procédure pour les assurances vie. Pour la gestion des actifs, c'est encore, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, notamment pour les mandats de gestion.
il y a aucune obligation parce que c'est des contrats à contreseing privé, donc il y a aucune obligation pour les retraites. J'ai cherché, il n'y a pas de chiffres sur les retraites non soldées, non demandées. Aziz, c'est un sujet à la fois inquiétant et fascinant parce que effectivement ça concerne tout le monde et justement j'avais une question à Sam qui est chronique puisque je suis chroniqueur parce que on est en face de ce qui peut s'appeler le terme n'est pas assez fort, je pèse bien mes mots, un scandale d'État, parce que les banques sont au courant de tout. On le sait, le fisc est au courant de encore plus de choses, et l'État, d'une manière générale, sait parfaitement ce que nous avons, ce que nous faisons, et ce que nous n'avons pas. Et prendre de l'argent comme ça, qui est un argent qui vient de l'héritage, qui est un argent qui est un patrimoine familial, le garder. Tu as dit tout à l'heure que la législation protégeait plus l'État que les citoyens. Organiser le reversement à l'État. Organiser le reversement à l'État. C'est de l'argent qui m'appartient, je suis héritier, je vais payer de l'impôt sur cet argent très certainement. Si je dois hériter quelque chose d'un parent décédé, on va aller chercher, farfouiller et trouver tous les reliquats d'impôt qu'il a laissé pour nous le faire payer, nous, en tant qu'héritiers. Et quand on voit ça, on se dit, mais finalement, c'est une responsabilité morale extrêmement importante, extrêmement grave de l'institution législative et de l'institution aussi gouvernementale. C'est pour ça que je dis scandale d'État, parce que ça peut aussi rejoindre la banque d'État. Et quand on voit ces montants, 800 millions de dirhams, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, on se retrouve avec quelque chose qui n'était pas connu, que peut-être que les journalistes, vous, à Média 24, personnellement à Arsène, continuez ça et interpellez, on est en campagne électorale, interpellez les futurs candidats sur qu'est-ce que vous allez faire sur ça, parce qu'il s'agit de l'argent qui est moralement dû par l'État à ses citoyens, lesquels citoyens vont payer les impôts. Donc je pense qu'on est devant un scandale d'État, parce qu'il implique aussi bien l'aspect éthique que l'aspect moral de la pratique politique. Surtout que ailleurs c'est organisé et qu'on regarde de très très près ce qui se passe en France notamment, alors que c'est une loi qui est passée il y a 12 ans. On voit le Luxembourg, le Luxembourg ils sont cohérents, ils intègrent aussi les coffres forts. Ah oui, ils sont en phase avec leur réalité. Non, mais ils sont en phase avec leur réalité. Il y a beaucoup de coffres forts au Luxembourg. Les États-Unis, c'est-à-dire que le temple du capitalisme, les États-Unis, l'Angleterre organise ça, alors que nous, quand on dit que État social, avec toute notre culture, surtout la culture, comme vous dites, des héritiers, des orphelins, de protection, d'obligations morales et légales de protection des orphelins. Est-ce que tu as parlé aux députés, à des députés qui sont dans des commissions de finances, ou là des responsables de partis politiques qui sont versés dans les questions de finances, est-ce qu'ils sont au courant de ça, ou là ils ne veulent pas être au courant de ça? Je suis pas allé jusqu'ici. J'ai vu qu'il y avait une question qui a été posée au Parlement sur ça. C'était un des facteurs déclenchants de cette enquête. Et voilà. Et c'était une question écrite, c'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui a dû réclamer à son parlementaire et qui a fait une question écrite, et que par la suite la réponse a été lue. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Mais par contre, j'ai demandé à des gens qui étaient dans la finance et qui m'ont explicitement dit que c'était un secret d'État. C'est connu de tous, mais on n'en parle pas trop. Que c'est connu, mais qu'on veut pas en parler. La conclusion de cette enquête, moi je vais résumer, c'est un peu simple, voire simpliste. À la lecture de l'enquête, la conclusion qu'on en retient, c'est que l'État se sert dans le patrimoine des citoyens et des héritiers, et qu'il n'y a aucun mécanisme aujourd'hui qui puisse contrôler ou limiter ce pouvoir de l'État avec un grand E sur ses actifs. Est-ce que c'est représentatif ou est-ce que j'exagère un peu? En fait, c'est pas l'État. Ce qui revient à l'État, vous avez dit 300 millions sur 800 millions. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a 500 millions qui sont partis quelque part. Si on enlève les 150 millions, qui ont été restitués à leur, c'est ce qui reste dans la tuyauterie, en fait, qui est scandaleux.
c'est ce qui reste chez les banques parce que elles font fructifier cet argent. C'est ce qui reste dans chez la CDG aussi parce qu'elle fait fructifier cet argent. C'est ce qui reste aussi chez les assureurs dont on sait rien. Ce qui reste chez les gestionnaires de fonds. En fait, c'est ça c'est ce qui reste dans la tuyauterie qui est vraiment problématique. À la fin, que personne, c'est-à-dire que c'est assez commun, c'est-à-dire que l'État récupère à la fin, c'est assez commun dans les différentes législations. Oui, mais que l'État récupère 2 dirhams pour 1 donné aux héritiers, c'est ça qui peut poser problème. Ça manque de logique et de bon sens. L'inverse aurait été plus cohérent. Oui, pourquoi l'État récupère autant d'argent? C'est parce que les mécanismes et les lois ne sont pas connus et qu'il y a personne qui vient réclamer sur les 80 000 ou les 60 000 comptes. Il y a à peine quelques centaines qui sont venus réclamer leur dû. C'est-à-dire que c'est pas la finalité que ça arrive à l'État n'est pas aussi problématique que ça. C'est la procédure en entier qui met sur le dos de la responsabilité des ayants droit d'aller chercher par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils doivent être au courant déjà qu'il y a un patrimoine. Deuxièmement, être au courant de la procédure, faire toute la procédure. Chez les assureurs, il y a aucune indication. Il faut faire du porte-à-porte dans toutes les assurances pour savoir s'il y a est-ce qu'ils vont être coopératifs ou pas. Ils n'ont pas d'obligation légale. C'est ça, en fait. C'est ce vide juridique qui a été maintenu par l'État. Et là, où je vous rejoins sur la responsabilité de l'État, c'est qu'il y a un vide juridique qui n'a pas été comblé. Et d'une manière générale, et on voit ça partout, dans toutes les lois, c'est que la question de la protection du consommateur n'est pas du tout prise en considération partout. C'est-à-dire dans toutes les derniers qui sont considérés, c'est les citoyens et leurs droits et leur protection. C'est finalement on est quelque part les dindons de la farce. J'ai utilisé une expression extrêmement importante, excusez-moi, qui est celle du secret d'État. Donc quand effectivement, on ne veut pas donner ces informations. Tu n'as pas eu de problème en faisant ton enquête à droite et à gauche, tu t'es pas senti en face d'un mur? En fait, la CDG était coopérative, comme ils étaient coopératifs avec Média 24 en 2021, où on avait sorti les premiers chiffres ils ont été coopératifs, ils ont répondu, mais c'est-à-dire en disant voilà ce qu'on a reçu, voilà ce qui a été restitué, voilà ce qui est parti à l'État. Mais quand on regarde sur les comptes de la CDG, on va pas retrouver ces chiffres. Quand on va chercher sur les rapports de la banque centrale, de Banque Maghreb, on va pas retrouver ces chiffres. Quand on va voir sur les bilans des banques, on va pas retrouver ces chiffres. Quand on va voir sur les bilans des assurances, on va pas retrouver ces chiffres. Sur les rapports des caisses de retraite, on va pas retrouver ces chiffres. C'est-à-dire qu'il y a un silence qui est organisé et qui est conforté par le fait qu'il n'y ait pas de cadre réglementaire contraignant pour cette transparence-là. Et surtout qu'il n'y ait pas, peut-être, à mon avis, assez de pression populaire, politique sur ce sujet pour que la donne change. Et c'est la responsabilité. Loin des yeux, loin du cœur. Pour le coup, effectivement, c'est la responsabilité des partis politiques de se saisir de ce genre de sujet s'ils veulent défendre les intérêts du plus grand nombre. Oui, mais vous savez très bien comment ça se passe le circuit législatif. Il y a aucune loi proposition de loi qui vient des partis politiques, des parlements. C'est essentiellement le gouvernement qui dépose. Oui, mais peut-être que ce genre d'enquête va justement inciter les uns et les autres à prendre en considération ce sujet. Et justement, c'est le mérite de cette enquête, c'est qu'elle nous renseigne sur un sujet que, encore une fois, je le dis, je pense sincèrement qu'il est méconnu du grand public, même les gens les plus avertis. En tout cas, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Pour toutes ces précisions. Je rappelle le titre de ton enquête. Le scandale silencieux des avoirs en déshérence pour 1 dirham rendu aux héritiers partent au trésor. C'est un article réservé bien sûr aux abonnés de Média 24. Donc si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Hossein et à bientôt. À toi. Nous on reste ensemble pour la suite de cette émission. On se retrouve juste après cette petite pause pour la chronique signée Aziz Bousta. Et mon petit doigt me dit qu'on va parler de la Coupe du Monde de foot et plus précisément du match face aux Pays-Bas. À tout de suite.
Suite et fin du 12-13 de Média 24 et on termine cette émission comme d'habitude par la chronique hebdomadaire signée Aziz Bousta. L'œil de Aziz Bousta avec Aziz à ma droite. Bonjour Aziz. Bonjour. Alors de quoi as-tu décidé de nous parler ce matin? J'ai ma petite idée. De quoi d'autre voudrais-tu sincèrement et franchement que je te parle, Adil? Quoi? De ce match d'anthologie, de ce match d'ontologie même entre le Maroc et la Hollande. Alors les Pays-Bas, on l'a tous vu. Je sais pas, il y a des sondages, quelqu'un m'a dit que c'était un Marocain sur deux qui a dû regarder ça. Donc à peu près 15 à 20 millions de personnes. Ouais. Donc les Pays-Bas ont essayé de jouer haut, mais le Maroc se dressait à chaque fois comme un roc. Le jeu de mots est facile pour le chroniqueur que je suis, mais bien plus difficile à faire pour nos 11 jeunes gaillards. Mais ils l'ont fait. Et les voilà qualifiés pour la suite de la fête, pour affronter le très froid Canada ce samedi 4 juillet. Et à l'inverse des autres matchs de la sélection du Maroc, les jeunes n'ont pas pris le contrôle du match dès son entame. Ils avaient certes la possession de la balle, mais ils étaient aussi et surtout possédés par autre chose. Un sentiment de confiance et de puissance, matiné d'un autre, fait d'un mélange d'appréhension ou d'une forme d'excitation. Et contrairement aux 3 autres précédentes rencontres, et à quelques exceptions près, on n'entendait pas la répétition des noms de nos joueurs, mais on regardait un collectif quasi anonyme résister aux attaques, persister à maintenir la garde haute, à tenir coûte que coûte, bien sûr dans le respect des règles. À aucun moment, même dans un moment de doute, le public n'a failli. Il n'a lâché ses jeunes. S'il retentissait dans les rangs du public, les Néerlandais étaient au début un peu hautains, un peu amusés, très magnanimes face à ces jeunes qui allaient apprendre ce qu'il en coûtait d'affronter les Bataves qui en voulaient. Les moulins bataves se sont mis à tourner. Le vent a soufflé un peu de leur côté, mais les Marocains ont eu la force de souffler encore plus fort dans la direction inverse. De par leur histoire du foot, les Hollandais possédaient la science. Les Marocains, avec leurs nouvelles ambitions, affichaient également la science et aussi la patience. Et c'est ce qui leur a valu une victoire qui, même c'était un petit peu étriqué, n'en est pas moins belle. Les anciens du foot néerlandais, quelques leaders racistes. C'était pas étriqué, c'était mérité, amplement mérité. L'inverse aurait étriqué été... dans le sens où ça a été compliqué. Serré. En fait, étriqué n'est pas le terme. C'est vrai, je le retire donc. Même qui serré n'en était pas moins belle. On est d'accord. On est d'accord. Les anciens du foot néerlandais et quelques leaders racistes du coin ont beau dire leur rancœur et vomir leur ressenti, ça a rien changé. Les Marocains étaient les plus forts, les Marocains étaient les meilleurs. Et en 2022, tu te souviens, Adil, la sélection nationale était inscrite sous le signe de Nia, de Nefs, des mamans. Cette année, en 2026, avec les Sénégalais à Rabat ou les Néerlandais à Monterrey, le signe distinctif des rouges et verts était le rouge. La couleur rouge sang. On se souviendra longtemps de la tête bandée de la Inaoui à Rabat contre le Sénégal, puis de sa lèvre ouverte, c'est un vrai guerrier, face à l'Écosse, et puis encore l'arcade blessée de Seibalé et son maillot éclaboussé de sang. Sans compter les nombreux changements de maillots déchirés par les adversaires des Marocains. Des guerriers, oui, on verse dans le lyrisme, on le leur doit bien. On le leur doit bien parce que leurs prestations dépassent le cadre du foot. Pour donner l'image d'un pays apaisé, d'une société sereine, soudée, défendant ses couleurs à l'international, même si les citoyens en voient de toutes les couleurs en interne, comme partout. Ça, c'est notre histoire. On leur doit bien car talentueux et sympathiques, ambitieux et performants, nos jeunes footballeurs sont suivis partout où ils vont dans le monde. Au Qatar, au Chili, pour les U20, aux États-Unis, au Mexique. Les supporters sont là, chantant de toute la force de leur poumon le désormais rituel Melbit al-Harar et hurlant de toute la puissance de leur corde vocale. Si. Ces supporters sympas, rieurs, hableurs font la fête en ville, fraternisent avec l'habitant, chambrent leurs adversaires et copinent avec eux et attirent dans leur danse et par leur rythme des policiers agréablement surpris. Plus surpris à faire des pas de danse endiablés avec le supporter marocain. Il y a même ici au Maroc d'ailleurs une image qui a montré un supporter prendre un policier et le relâcher. Ah, c'est ça la magie du foot. C'est ça le foot. La magie du foot. Il y a que le foot qui peut faire un truc comme ça, prendre un policier, le poser. On le leur doit bien aussi, donc à ces jeunes, car ils le valent encore plus au début de cette rencontre particulière contre les Pays-Bas. Ce qui reste de réflexe de résignation face aux grandes équipes européennes a fait son œuvre. Et le reliquat de réputation de domination de toute puissance de ces équipes a achevé de semer les graines de la peur dans les esprits du public marocain et de l'inquiétude chez les de plus en plus nombreux fans des Lions de l'Atlas. Et arrive le match. Les nôtres, comme toujours calmes et disciplinés, concentrés, très combatifs, ils avancent, ils tâtent le terrain, ils palpent l'adversaire. Celui-ci est coriace, il est martial, il est frontal, il est brutal. La Hollande est venue chercher ce qu'elle pense lui revenir de droit, et par la grâce de l'histoire et de l'habitude. Ça, je suis pas sûr. Parce qu'avant le début du match, quand j'ai vu la composition de l'équipe néerlandaise,
La couleur était donnée. C'était plutôt défense. Voilà, quand tu mets 5 défenseurs, c'est que tu t'avoues un petit peu vaincu. Entre-temps, ils ont dû regarder les derniers matchs, les derniers matchs, les 15-20 derniers matchs des Lions de l'Atlas. Alors, le Maroc était là pour leur montrer que les choses ont changé, que les petits savent faire grand, que les grands peuvent agir et finir en gland, et petit à petit, les petits ne sont plus des petits, les grands le sont toujours, et les petits se payent les grands. Équipe marocaine menant en fin de partie, ses joueurs poussants, pressants, oppressés mais vigilants, et puis au moment où on n'y croyait plus, que le cœur dépassait ses rythmes habituels, dangereusement, les nôtres procèdent à une forme de révolte collective et la balle rentre, libérant tout le monde. Mais attends. Faut que tu racontes à celles et ceux qui nous regardent ce que tu as fait à la 90e minute. Alors, à la 90e minute, à la 89e, moi, personnellement, qui suis pas un grand footeur, mais qui suis un patriote comme tout le monde, je voulais pas regarder la fin de ce match et voir les Marocains. Et en montant, j'entends quelqu'un hurler à côté à un copain. À lui, viens, ils ont marqué. Je regarde le téléphone, je trouve un partout, j'impacte pas, je regarde un partout, je confirme. Et je repars très vite vers la télé, je rallume la télé et je regarde. Donc la balle est entrée, libérée tout le monde. Parce que oui, Adil, ce match était particulier, j'en témoigne, moi qui suis pas un footeur. Et puis les pénaltys. C'est terrible et horrible épreuve. Le duel entre des gardiens concentrés et provocateurs et des tireurs terrorisés, écrasés par l'immense pression, tellement écrasés que sur les 10 pénaltys tirés, 5 sont ratés, ce qui fait beaucoup. Et la magie Bounou opéra. Plus Seiba les tira. Plus que de la magie, ce que fait Bono. Franchement, il est en train de révolutionner la manière de... Pourquoi il a décidé de pas plonger à droite? Parce que c'est un génie. Et puis après lui, Seiba les tira, et le Maroc entier se libéra. C'est plus qu'un match de foot, c'était une confrontation de la solidité de notre équipe, une affirmation de leadership, une proclamation que désormais le Maroc est là, et il le restera. Dernière chose à dire. Je me souviens que je suis un journaliste politique. Oui. D'abord, dernière image donc, Fouzi El Rja porté par une équipe elle-même portée par tout un peuple. Fouzi El Rja porté par une équipe portée par tout un peuple. On a des élections dans 3 mois. Fouzi El Rja propulsé dans les airs sous les yeux d'un peuple heureux. Peut-on y voir un signal, un teasing pour plus tard? On ne sait pas, l'histoire nous le dira. Il n'y a qu'un esprit chagrin pour y voir un signal ou un teaser. Je suis pas un esprit chagrin, je suis un observateur avisé des choses. Un esprit chagrin en politique. Moi, ce que j'y vois, c'est un Marocain avec ses compatriotes qui, avec une soirée comme je suis un journaliste politique, forcément, j'analyse, on en reparlera début septembre. Mais pour l'instant, l'histoire est écrite par Bono, par Hakimi, par Sibari, par Leinaoui, par Boati et les autres, et par Wahbi. À la semaine prochaine. Moi, c'était chez Wahed. C'est bzaf. Wahed en particulier. Et Diop, il est où dans ta liste? L'histoire est écrite surtout par Diop. Diop, il s'est fait massacrer ces derniers jours. Il a fait fermer des bouches. Je répète, on annule la régie, vous enlevez ça. Alors, je répète, je reprends, mais pour l'instant, l'histoire est écrite par Bounou, l'histoire est écrite par Hakimi, Sibari, Leinaoui, Boati et les autres, et Wahbi. Et l'histoire, cette fois, a été écrite par Issa Diop. Merci Issa. Voilà. À la semaine prochaine. Merci à Aziz, merci à Issa Diop et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du 12-13 de Média 24. Rendez-vous la semaine prochaine.